Je rappelle qu'avant la pandémie, le mot télétravail était un gros mot. C'est vrai. C'est devenu aujourd'hui un critère de recrutement. Si les entreprises imposaient le retour à la normale et le retour au bureau, un tiers des cadres ont avoué qu'ils démissionneraient automatiquement. Les sociétés qui ne sont pas secure by design, pour moi, elles ne seront jamais performantes sur le marché. Le monde aujourd'hui, sur 99% de nos environnements, a évolué. Et le mythe du château ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il faut le détruire avec un grand boulet de canon et arrêter de penser que ça va fonctionner. Et c'est ça le zéro trust. Un individu qui n'utilise pas l'intelligence artificielle peut s'attendre à perdre son emploi dans les années qui viennent. La différence entre les gens qui l'utilisent, c'est à peu près la même différence entre les hommes de Néandertal qui avaient du mal à trouver de quoi manger et ceux qui ont découvert le feu et qui pouvaient se faire à manger dans n'importe quelle condition. Bonjour et bienvenue à notre émission L'Angle d'attaque, l'émission cyber, business et stratégie de risque Intel Media. Et avec nous, on a Arthur Bataille, tu es CEO de NeverHack, tu nous en parleras rapidement, et également Stan Nabé, tu es directeur des opérations de Nescope, une boîte également en cybersécurité. Donc ça plante le décor, on va parler de cybersécurité aujourd'hui. Alors pour commencer cette interview, je voulais vous donner quelques chiffres. Selon une enquête de l'IFOP de 2022, 37% des salariés qui font du télétravail n'ont pas été formés à ce mode de travail. Et je voulais savoir, pour vous, comment le télétravail et les digital nomades ont modifié la cybersécurité ? Bon, déjà, il y a eu un changement de paradigme complet, c'est-à-dire qu'on a complètement déporté le poste de travail de l'entreprise dans l'environnement personnel du salarié. Il s'avère qu'on a eu un impact considérable après la crise Covid, et au fur et à mesure, les entreprises, en particulier les grands groupes, se sont dotés de solutions, de produits qui permettaient de sécuriser ces environnements de travail déportés, nomades, et d'avoir un usage qui était différencié. L'enjeu était économique. Il faut être très clair, c'était capacité à pouvoir continuer à produire et une capacité à pouvoir aussi diminuer les surfaces et les expositions par la partie locaux, environnement. Aujourd'hui, je pense que l'erreur qu'on a commise, c'est de ne pas avoir mesuré l'impact financier de l'adaptation des solutions et des produits et surtout l'adaptation des comportements des utilisateurs. Quand on est dans l'entreprise, on est protégé par, entre guillemets, l'ensemble des protections, des firewalls, des protocoles de sécurité qui sont déployés par les DSI des entreprises, aux environnements extérieurs. Quand on est chez soi, on est avec sa box Internet et avec des niveaux de sécurité qui sont très faibles. Et jamais les entreprises ne vont investir le foyer d'un individu directement avec des solutions et des produits. Et donc c'est là où nous, on doit avoir une vision un petit peu différenciée pour savoir comment on accompagne ces entreprises dans l'usage et la gestion des postes nomades qu'ils ont malgré eux avec leurs collaborateurs en télétravail. Ce que tu me dis un petit peu là, Arthur, c'est que quelque part, lorsqu'un collaborateur travaille de chez lui, il devient, sans le vouloir, une potentielle menace ou une porte d'entrée en termes de sécurité pour son entreprise. Et sans le vouloir, je précise bien. Oui, non, c'est intéressant. Il est de facto une menace pour l'entreprise, même quand il est dans l'entreprise. C'est juste que la menace est beaucoup plus maîtrisée et maîtrisable lorsqu'il est dans l'entreprise parce qu'il y a les outils qui permettent de surveiller et d'assurer la protection finalement de ce salarié qui ne peut-être pas tous les usages. Répondre par la formation en disant on va créer des acteurs de la protection, de la sécurité, de la gestion du risque cyber par le fait de les former, de les acculturer à ces problématiques, à ces enjeux, c'est une réponse, mais c'est pas la seule. Et malheureusement, quand bien même on leur fait passer sur de merveilleuses plateformes en ligne de formation, des contenus avec des QCM pour vérifier qu'ils ont bien compris, c'est pas ça qui va les empêcher de cliquer sur le mail, sur la photo du chat et sur le malware potentiellement. Sur le lien de phishing. Oui. Et surtout avec cette envie un petit peu de la pousser à l'extrême et de pouvoir se servir de terminaux non professionnels, non corporate, à des fins corporate. Et finalement, la limite, elle est vraiment très très légère. Et c'est là où NeverHack et Netskope apportent des réponses face à l'ouverture au télétravail. Alors justement, je rebondis un peu sur votre réponse. Vous avez dû entendre la décision d'Amazon, puisque ça a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Et ils ont déclaré publiquement qu'à partir du 1er janvier 2025, ils imposaient le retour au bureau de l'ensemble de leurs collaborateurs, plus précisément les employés de services administratifs. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on peut vraiment supprimer le télétravail comme ça en alors ce sera en 2025 du coup ? Ça fait sourire, c'est Amazon. Mais aujourd'hui, même si on demande aux employés que des services administratifs, on parle de centaines de milliers de personnes pour Amazon. Nous, en France, je rappelle qu'avant la pandémie, le mot télétravail était un gros mot. C'est vrai. C'est devenu aujourd'hui un critère de recrutement. J'ai pu le voir
même à mon niveau et au niveau de tous mes collaborateurs, qu'en termes de productivité, en restant à la maison, on travaille 4-5 fois plus. Parce qu'il y a moins de café, il y a moins de cigarettes, il y a moins de temps de pause, il y a moins de temps dans les transports. Je ne comprends pas trop cette idée qu'a Amazon de revenir au télétravail, et surtout quand je la mets en parallèle d'une étude de Gartner, d'ailleurs bien avant le choix d'Amazon de revenir un petit peu en arrière, qui expliquait qu'ils avaient diligenté une étude auprès de grandes entreprises et que les retours étaient assez fantasmagoriques, parce qu'un tiers des cadres qui avaient répondu à cette étude, auxquels on demandait si les entreprises imposaient le retour à la normale et le retour au bureau, un tiers des cadres ont avoué qu'ils démissionneraient automatiquement. Alors toi, Arthur, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu penses qu'Amazon, c'est un modèle à suivre sur cette question-là? C'est pas un modèle à suivre complètement, mais je comprends le problème et l'enjeu. On est quand même dans des métiers où on a besoin d'avoir des rapports humains et je suis 100% aligné avec Stan sur le sujet de la productivité. On la mesure, alors 5 fois plus, je vais débaucher les gens chez toi. Je pense qu'on est plutôt autour de 30% de productivité supplémentaire et c'est déjà énorme, hein, c'est très conséquent, qui est lié à l'absence de pause et au fait que les temps de travail sont plus longs. Il faut être très clair, hein, en particulier en France, on a une culture du travail qui est quand même extraordinaire. Les gens commencent tôt et terminent tard, souvent leurs activités professionnelles. Et la dissociation entre leur lieu familial et leur lieu de travail lorsqu'ils font du télétravail, justement, elle est beaucoup plus floue et donc ils ont cette capacité à pouvoir continuer de travailler même après avoir fait leur dernier repas du soir en famille. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait des gens qui reviennent dans les bureaux, mais il ne faut pas revenir à la situation du costume de la cravate des années 2015 où tout le monde était tiré à 4 épingles et arrivait au bureau à 9h et repartait à 17h30 tapante parce que c'était ça l'ordre qui était donné. Il faut être sur une base 3/5e en présentiel ou 2/5e, ça dépend des organisations, des entreprises et surtout des activités. Je pense que c'est sain. Par contre, ce qui est sûr, c'est organiser un retour de collaborateurs sur des temps différenciés n'a aucun intérêt. Autant que les gens soient là en même temps. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je préfère avoir des bureaux vides sur certaines journées plutôt que d'avoir des bureaux qui sont à moitié pleins, mais en fait, finalement, les gens ne se voient pas, donc autant qu'ils restent chez eux. L'objectif aujourd'hui, quand même à notre niveau, on est une 60aine de personnes en France, on n'impose pas de date ou de jour dans la semaine pour venir au bureau, mais au niveau des outils de collaboration, on se donne une semaine avant, 10 jours avant, tiens, ce serait bien que ce mercredi-là, on déjeune et puis qu'on passe l'après-midi ou la matinée au bureau, voire même la journée, parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin, et on pourrait le faire par téléphone, mais on sait que voilà, il y a plus de choses qui passent en présentiel. Puis c'est aussi intéressant de voir un petit peu les émotions, le ressenti. C'est d'ailleurs pour ça que typiquement sur les outils de collaboration type Zoom, Webex, Slack et autres, on oblige les gens à activer leur caméra pour les voir. Pas pour vérifier qu'ils aient encore le bonnet de nuit, mais juste parce que je pense que c'est aussi une marque de respect quand on est face à un client, face à un prospect, d'allumer sa caméra. J'ai vécu dans d'autres vies ces échanges complètement... Déjà, c'est très compliqué de créer de l'intimité à travers un Zoom ou une plateforme comme celle-ci. Nous, on oblige aujourd'hui, dans la charte informatique, à activer la caméra. Déjà par respect. Stan, on parlait tout à l'heure de ton poste et ton rôle chez Netscope. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Netscope se différencie ou différencie son approche SASI par rapport à ses concurrents et aussi peut-être redéfinir le SASI? Juste pour rappel, c'est un terme qui a été promulgué par Gartner en août 2019, dans lequel on parlait de convergence du réseau et de la sécurité à travers des plateformes cloud. Le cloud aidant pour l'élasticité et la capacité à grossir ou à diminuer en fonction des besoins, que ce fut un succès quand on voit que 2 ans après, la pandémie existe et que tout le monde se retrouve enfermé à la maison et à ne plus pouvoir sortir. Je ne pense pas qu'il soit derrière tout ça, mais l'idée, c'est que ce terme est sorti en 2019. Mais ce terme, ils nous l'ont un peu tous volé parce qu'on nous faisait déjà, pour pas mal d'acteurs, déjà du SASI, et c'est le cas de Netscope. Parce que bien avant que Gartner impose son tag, son brand, son framework, Netscope faisait déjà tout ça. L'idée de Netscope, ça a été d'arriver et de voir un petit peu ce qui manquait. C'est un petit peu les concepts qu'on a vus à travers le temps. Au début des années 90, la création du firewall stateful. Début des années 2000, on a vu l'avènement du firewall de nouvelle génération. Début 2010, mes fondateurs, mes patrons ont vu que les choses se passaient de moins en moins dans l'entreprise mais en dehors. Et ils ont vu que cette transformation était en train d'arriver doucement, de gauche vers la droite, alors souvent par les États-Unis. On est un petit peu suiveurs là-dessus.
Et l'histoire, c'est qu'il a fallu, en premier lieu pour eux, créer un réseau privé, donc en l'occurrence un réseau qui s'appelle New Edge, en capacité d'absorber cette fameuse élasticité à la hausse et à la baisse. Et pour deux choses. Un, apporter de la performance et une expérience utilisateur au top du top pour les gens qui allaient consommer le service, parce que ça devient un critère très très important dans le choix d'une solution tiers. Et deux, des mécanismes de résilience qui fait que quand on a une partie des data centers qui s'éteint, l'autre puisse prendre le relais. Et aujourd'hui, la nouveauté, parce qu'on demandait un petit peu les éléments différenciants de Netscope par rapport aux autres, c'est que Netscope aujourd'hui a le réseau le plus piré de ce marché SASI. C'est pas ma décision, hein. C'est entre guillemets une information qui est publique, que les gens trouveront sur tous les portails de peering, BGP, et juste après les GAFA et les différents CDN, le premier acteur du SASI le mieux piré sur ce marché-là, c'est Netscope. Et quand on parle de peering avec Microsoft, Amazon, Google, Salesforce, ServiceNow, tous les grands faiseurs de SaaS et de IaaS de ce monde. Ça, c'est le premier point. Et derrière, pour parler de résilience, l'idée, ça a été de créer sur ces 75 régions dans le monde des data centers qui soient mis en place à l'identique. Ça veut dire que dans chaque région du monde, quand Netscope décide d'investir et de déployer un data center, il déploie exactement la même stack de solutions pour pouvoir donner à un client qui souhaite s'orienter vers une solution Netscope le même niveau de service qu'il soit au Pérou, aux US, à Paris ou à Pékin. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Chez beaucoup d'acteurs, l'idée, ça avait été d'utiliser les hyperscalers déjà existants, de venir poser des licences chez les hyperscalers, ou alors de travailler en colocation avec d'autres faiseurs et de fournir finalement des services mutualisés avec tout un tas d'autres services qui existaient déjà chez ces faiseurs. Donc c'est ça l'idée, c'est d'avoir créé un réseau en propre et d'avoir cette capacité de pouvoir fournir tout un tas de services que les autres n'ont pas aujourd'hui. J'imagine qu'avec l'ensemble des brevets qu'a Netscope aujourd'hui et l'ensemble de tout ce qui est innovation et qui fait de Netscope ce qu'il est aujourd'hui, je pense qu'ils rattraperont leur retard. Mais justement, c'est un peu ma question, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions aujourd'hui de SASI sur le marché, et quand on a un ciseau et qu'on a autant d'offres qui nous sont proposées, comment on fait pour décider quels sont les critères qui vont permettre au ciseau justement de pouvoir différencier une solution par rapport à une autre? Aujourd'hui, le SASI, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas que le ciseau qui va mettre son nez dedans, parce qu'on parlait de convergence, sécurité, réseau. Donc on a aussi maintenant les gens de l'infra qui vont venir se mêler un petit peu de tout ça, qui vont gérer la production, le run, la latence, tout un tas d'autres choses. Donc déjà, on va essayer de les faire discuter ensemble. Et après, finalement, toute une phase de POC, de pilote, se rendre compte que la solution Netscope, pour répondre à cette question, va permettre plusieurs choses que les autres aujourd'hui ne sont pas en mesure d'apporter en termes de réponse, mais réponse à de vraies choses, de vrais problèmes que les gens rencontrent au quotidien. Un, la capacité de pouvoir rentrer dans Netscope et d'en ressortir avec une adresse IP dédiée. Aujourd'hui, les solutions cloud vous fournissent tous une adresse IP mutualisée. Et aujourd'hui, si un des grands clients de certains secteurs fait une bêtise et qui se retrouve avec une adresse IP soit graylistée, soit blacklistée, cette adresse IP, elle est blacklistée pour tout le monde. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, on va apporter cette notion de coaching. Coaching, parce qu'on en parlera sûrement un petit peu après, mais dans toutes les entreprises, on est encore amené à subir le Shadow IT. Est-ce que tu peux définir rapidement Shadow IT ? C'est un problème. J'en entends beaucoup parler du Shadow IT comme étant une menace. Alors, tu as le Shadow IT et tu as aussi le Shadow AI qui apparaît de plus en plus. Shadow IT, c'est on imagine maîtriser l'ensemble de son environnement. Je l'ai expliqué juste avant, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de l'entreprise. Les entreprises, les ciseaux et les gens en charge de l'IT ont laissé à peu près tout faire sur Internet. Et le Shadow IT, c'est tout ce qu'on commence à découvrir quand on met des sondes à droite à gauche et qu'on comprend qu'on a signé par exemple de très gros contrats avec Office 365 et qu'on a encore une bonne partie des gens qui vont faire de la sauvegarde d'informations sur WeTransfer. Le Shadow IT, c'est les gens qui vont utiliser des applications qui ne soient pas corporate, pas maîtrisées par les équipes IT. Et le Shadow IA, c'est plus cette capacité qu'ont les gens d'utiliser les outils d'IA pour soit faire leur travail, soit faire des recherches à bon escient. Et le problème du Shadow IA, c'est cette capacité que pourrait avoir une entreprise
à se retrouver confronté à des soucis. On l'a vu avec le phénomène Samsung et ce fameux développeur qui a posé un bout du code un bout du code de l'OS Samsung sur ChatGPT pour lui demander une évolution, une amélioration de son code. C'est ça le Shadow IA, c'est permettre aux entreprises d'utiliser l'IA sans pour autant sortir des informations ou des données confidentielles de l'entreprise. Et c'est là où on apporte des réponses. C'est compliqué parce qu'au final, à partir du moment où on va utiliser l'IA pour, comme tu disais, faire des récaps de documents, les documents ont des informations qui peuvent potentiellement être confidentielles. Après, il faut savoir mesurer ce qui est confidentiel parce que certaines informations peuvent ne pas sembler confidentielles et pour autant être critiques ou sensibles dans les mauvaises mains. Toi, typiquement, Arthur, tu es chef d'entreprise, donc tu as pas mal de collaborateurs dans ton entreprise, vous êtes 1200. C'est une crainte que tu as, l'utilisation notamment des IA qui n'ont pas été validées par l'entreprise. Le Shadow IA, c'est une crainte que tu peux avoir ? D'un point de vue interne, sur les fonctions support, ça dépend des fonctions support d'ailleurs, mais sur les fonctions support, je veux dire commercial, marketing, communication, pas du tout. Pour moi, c'est un outil indispensable. C'est la différence entre les gens qui l'utilisent, c'est à peu près la même différence entre les hommes de Néandertal qui avaient du mal à trouver de quoi manger et ceux qui ont découvert le feu et qui pouvaient se faire à manger dans n'importe quelle condition. On ne peut pas passer à côté de cet usage, et y compris dans notre métier, ça a énormément de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, avec les évolutions qui sont proposées dans les modèles, c'est des gains de temps très significatifs dans tout ce qui va être autour de l'image, de la com, du marketing, dans les discours commerciaux. Que l'explication de ce que nous faisons du groupe Neverac, de ces métiers, ces activités, ces offres soit sur Internet, ça me va très bien. Par contre, là où ça devient un sujet, c'est quand mes clients sont concernés par cette problématique-là, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Et il y a plusieurs niveaux de sécurité. Donc, il y a évidemment les numéros de sécurité gouvernementaux. On retrouve toutes ces problématiques-là et normalement, ces usages doivent être proscrits. Je dis bien normalement parce que c'est pas complètement le cas, mais j'espère que le travail est bien fait. Le deuxième sujet, c'est les entreprises sur la partie sécurité et secret industriel qui ont cette problématique-là, notamment vis-à-vis de nos concurrents compétiteurs, en particulier sur la plaque asiatique. Et puis le dernier sujet, qui est un sujet fondamental, c'est tout ce qui est autour des données de santé. On se pose quand même beaucoup de questions parce que d'un autre côté, c'est pour le coup le mythe de Prométhée. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se produire, notamment autour de l'IA par rapport à l'analyse des données de santé, est un énorme pas en avant. Maintenant, la question, c'est comment on trouve des solutions, nous, en tant qu'intégrateurs, pour que les utilisateurs, on puisse satisfaire leurs attentes en termes d'usage de ces outils. Leur dire non, c'est ce qui provoque le shadow. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les former, ça marche, mais sur un temps très court, et on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des dépassements. Donc, il faut du contrôle. Et dans cette mécanique de contrôle, il faut trouver des outils, des solutions qui sont adaptées et qui permettent de mesurer et de surveiller ce que font les utilisateurs, quel est le trafic qui est réalisé. Et après, derrière, de mettre des mécaniques à la fois de récompense ou même de punition des salariés lorsqu'ils ne vont pas avoir un usage qui est dans les règles de l'entreprise, dans le cadre de la politique de sécurité de la société ou même de sa charte informatique. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Stan. Plus que bien, au déploiement de solutions, mais le déploiement, finalement, c'est presque le milieu du chemin, parce qu'il y a beaucoup de travail d'études à faire en amont chez nos clients conjoints, respectifs, et une grosse phase d'études, ensuite une phase de déploiement. L'avantage, c'est qu'avec le cloud, ça va beaucoup plus vite. On n'est pas de problème lié à ces approvisionnements, ces crises de composants, etc., etc. Donc, on est plus à travailler avec les clients, à les aider, parce que, on parlait tout à l'heure d'ailleurs, hors caméra, tout ce qui est clients qui, en échangeant, nous disent « Non, je suis anti-cloud, les données, vous imaginez où elles vont pas, etc. » Et je racontais l'anecdote d'un client que j'ai vu il y a une quinzaine d'années qui avait sur le bureau comme téléphone un BlackBerry. Ça m'avait fait sourire. Et aujourd'hui, quand vous posez les questions aux clients et que vous faites un mode discovery de qui il est, comment il utilise son IT, et que vous avez les clients qui ont déjà migré sur O365 et qui vous disent « On a migré, mais on est anti-cloud. » Nous, on essaye à ce moment-là de trouver la répartie, la bonne façon de les aiguiller et de leur dire que malgré eux, qu'ils étaient en grande partie dans le cloud. Et surtout, c'est ces fameux audits que l'on fait avec des sondes et qu'on va apporter des éléments de réponse sur le fameux Shadow IT. On va aussi apporter des réponses sur ce qui est consommé correctement. C'est rigolo. J'ai envie de parler du Zero Trust. Est-ce que c'est une réalité ou c'est un buzzword ? Une réalité, un buzzword, c'est un peu entre deux, c'est un framework, c'est un concept. C'est un concept dans lequel on va accrocher plein de choses. On parlait tout à l'heure d'accrocher plein de choses au SASI. C'est un peu pareil. Je vois aussi Zero Trust, Network Access, ZTNA comme le remplaçant du VPN. Le concept du Zero Trust
il émerge depuis plusieurs années sur le fait d'être en mobilité permanente au niveau collaborateur. Maintenant, en termes d'application, avec l'avènement du SaaS, du IaaS, tout est partout, tout est à la demande. Et l'idée du Zero Trust, c'est de rendre tout disponible avec un contrôle continu. Contrôle continu de la personne, contrôle continu du device, contrôle continu des droits d'accès à l'application. Pour qu'on ne puisse pas escalader finalement, c'est ça. Ce qu'on Exactement. essaye de faire, c'est si demain il y a une faille et qu'une personne malveillante rentre, qu'elle ne puisse pas escalader. Moi, l'image qu'on m'avait donnée, que je trouvais assez intéressante, c'est si on rentre chez vous, qu'on a la clé de la porte d'entrée, on ne va pas nécessairement pouvoir entrer dans la cuisine, dans le salon, non, parce qu'il va y avoir ce contrôle continu. C'est exactement ça. Soit hiérarchiquement la capacité d'aller plus loin, soit ces fameux mouvements latéraux avec la micro-segmentation. Il y a plein de mots associés au Zero Trust, mais voilà, pour moi, c'est pas du tout un buzzword. C'est des choses qu'il faut réfléchir. Bon, je pense qu'on est assez mature en France. Je pense qu'on a les gens qui ont lancé ces sujets-là il y a bien longtemps. Après, toutes les solutions aux sociétés commerciales vont s'accrocher à des concepts. Je pense qu'une grande partie des entreprises, en tout cas françaises, ont franchi un pas. Pas tout encore, il nous reste du travail, heureusement. Mais l'idée, c'est que, si je prends l'exemple du ZTNA, le sous-ensemble du Zero Trust, c'est cette capacité qu'on avait avant à mettre une grosse boîte dans le fameux château fort où était le serveur des données et de laisser accès à l'ensemble du serveur par l'ensemble des collaborateurs à distance. Aujourd'hui, le ZTNA, c'est la capacité qu'on va avoir sur les applications qui sont encore dans le château fort, mais aussi dans le cloud, de mettre directement des petits connecteurs, des petits publishers, directement sur l'application, directement sur la donnée, qu'on va laisser accéder à la personne bien précise. Et de faire même là-dessus du contrôle continu. D'arrêter de laisser ouvrir les vannes entre un point A et un point B, parce que le point A, il peut changer jour après jour, et la donnée, de toute façon, elle n'est plus à un point fixe. Mais Arthur, J'ai envie de rebondir. pour être d'accord ou pas d'accord? D'accord, en partie, mais il y a une limite. Moi, je suis un fan du mythe du château fort. L'explication, la métaphore sur le château fort pour expliquer la cybersécurité, je trouve ça génial. Il y a des remparts plus ou moins construits avec plus ou moins de sécurité. Donc ça, c'est la protection, hein. C'est les lignes que l'on met en place pour défendre à la fin les assets. Et puis, ce qui est très précieux, on va le mettre dans un endroit très reculé, donc dans le donjon du château, dans un coffre même, pour le protéger. Et puis on va mettre une défense avec une vigie qui va surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui rentrent ou pas dans le château, et potentiellement même des gens embusqués dans la forêt qui vont empêcher les assaillants d'arriver jusqu'au rempart avec une armée préparée, et donc pour éviter cette destruction après derrière. La protection dont j'en ai parlé, la défense, et après la résilience, c'est la capacité à reconstruire. Ça, c'est le modèle très classique, et c'est un modèle qui, je pense, doit toujours prévaloir dès qu'on est dans des complexités avec des niveaux de sécurité ou de secret qui sont très importants. Sauf que le monde aujourd'hui, sur 99% de nos environnements, a évolué. Et le mythe du château ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il faut le détruire avec un grand boulet de canon et arrêter de penser que ça va fonctionner. Et c'est ça le Zero Trust. C'est de dire, on ne peut plus continuer à vivre dans un mode château. On est dans un aéroport, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent. Et malheureusement, parfois on leur donne la clé et on n'est pas sûr qu'ils nous la rendent en repartant. Mais d'un autre côté, il faut qu'on sache où aller. Parfois, ils partent avec une information, avec un morceau d'information. Et il faut qu'on soit sûr qu'ils ne puissent pas la reconstituer complètement. Ou en tout cas, qu'on puisse l'avoir tracée. C'est ça le concept du Zero Trust. Et c'est ça, finalement, ce qu'on construit avec nos clients comme solution. C'est des capacités à pouvoir détecter toute problématique de leak, donc data leak protection, typiquement, qui sont les terminologies consacrées. C'est ça aussi le grand enjeu du SASI, c'est cette construction de cet aéroport pour Secure Access Service Edge. C'est toute cette problématique de comment je gère ma sécurité avec des flux d'entrée et de sortie dans un réseau qui est nappé et avec plusieurs points où je peux avoir des informations qui peuvent être constituées. Parce que c'est ça aussi la problématique du cloud, c'est que le principe même du cloud, c'est à partir de n'importe quel environnement, je peux reconstituer l'intégralité de ma donnée. Ça fait peur, ça veut dire que quand je stocke une donnée à un endroit, potentiellement, l'assaillant qui a récupéré cette information pourrait reconstituer l'intégralité de la donnée. Avec toutes ces problématiques-là et tous ces enjeux, ça crée une complexité technologique, et cette complexité technologique, elle ne doit pas impacter l'utilisateur. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des solutions qui fonctionnent bien, avec des niveaux de service qui sont importants, mais il ne faut pas oublier le point de vue principal. Si l'utilisateur n'est pas satisfait de la solution qui lui est proposée, quand bien même il n'est pas doué dans l'informatique, il arrivera à trouver une solution de contournement. Du type,
Vous mettez donc en place une politique Zero Trust, vous mettez en place des postes de travail ultra diversifiés avec des niveaux de sécurité, d'encryption, de chiffrement très importants sur ce poste de travail pour protéger les données. Et je peux vous garantir qu'ils auront des tablettes à côté pour pouvoir faire en sorte de passer leur présentation parce qu'ils ne vont pas attendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour que ça démarre. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de me dire et c'est la question en fait qui m'est arrivée quand on m'a raconté cette histoire de rentrer dans la maison par la porte. Je me suis dit, en théorie, c'est génial parce que si on me dit, écoute, tu as quelqu'un qui est rentré chez toi et qui s'est retrouvé coincé dans le couloir et qui n'a pas pu rentrer dans les différentes pièces, je suis très contente parce que je me dis, super, il n'a pas pu me cambrioler. Maintenant, si moi, quotidiennement, je dois rentrer, puis à chaque fois ressortir mon trousseau de clés pour rentrer dans chacune des pièces, faire le même sens quand j'en ressors, etc., je me dis, en fait, c'est très contraignant, ça manque de souplesse, ça manque d'agilité. Donc, moi, ma question, c'est, bon, effectivement, ça permet plus de sécurité, mais est-ce qu'on n'a pas une problématique de souplesse et d'agilité dans ce cadre-là? Ta question, c'est comment on laisse la clé sous le paillasson, dans un certain sens. Quelque part. Oui. C'est typiquement pour ça que nos solutions et nos produits existent. C'est pour ça qu'on les a développés. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette problématique pour l'utilisateur. Tout ce qui est outil, produit, solution qui est complexe à déployer par un utilisateur ne sera pas utilisé de la bonne manière. Et donc c'est pour ça qu'on met en place des protocoles et des méthodes qui permettent à l'utilisateur de se connecter et d'avoir une authentification forte de son device, d'avoir une authentification forte de son identité, d'avoir une authentification forte de son droit, de son privilège. Et derrière, il a accès à l'information. Mais pour lui, en fait, c'est juste la première configuration qui est la plus longue. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un gros travail préparatoire qui est notre métier, de pouvoir aller chercher tous les cas de figure, toutes les user stories, pour aller définir comment un utilisateur va pouvoir être dans les meilleures conditions, avec le meilleur niveau de sécurité, pour accéder à une information et à un secret. Écoute, merci beaucoup Arthur pour cette réponse. Ça me permet de rebondir justement sur toi, Stan. Quelle est la stratégie de Netskope pour assurer l'interopérabilité avec d'autres solutions de sécurité déjà en place chez le client? La question mérite d'être posée parce que migrer vers le SASI, c'est pas faire un Big Bang. Chez nos clients, c'est vivre avec un écosystème existant. En étant une solution cloud native, on est une plateforme très ouverte, capable, à travers les API, d'avoir des échanges en bidirectionnel avec l'ensemble des grands acteurs de ce monde, que ce soit de l'EDR, que ce soit du SOC, du SIEM, du YAM, toutes ces solutions finalement qu'Arthur vient d'énumérer sur le fait d'être protégé, d'être mis en place chez nos gros clients. Et l'idée, encore une fois, c'est d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir typiquement sur des notions de DLP, on en parlait également juste avant, d'aller récupérer l'ensemble des tags qui a déjà été mis en place par les entreprises et de pouvoir les ingérer par Netskope et les faire comprendre à Netskope, et pour que finalement, au moment où un collaborateur va vouloir utiliser un outil d'IA et aller poser une donnée qui pourrait être sensible dans finalement cet outil et lui demander de l'optimiser, de lui apporter des réponses avec une donnée qui peut être sensible, nous, on aura ce document qui sera tagué, on aura l'information par la solution tiers, et c'est là où l'intérêt de faire communiquer les solutions entre elles, on aura l'information et on bloquera finalement l'envoi de la donnée directement sur l'outil d'IA. Donc nos solutions, elles communiquent dans les deux sens, et on a créé un store sur lequel tout un tas de plugins sont téléchargeables et en capacité de venir s'ajouter à la solution de Netskope pour s'interfacer à des solutions du marché en cas de non-gestion, de non-maîtrise des API. Sinon, on a toute une équipe qui est en charge du développement de plugins dédiés. On l'a fait récemment avec de grands acteurs français, parce que quand vous expliquez à une boîte américaine que vous avez des clients en France qui utilisent des solutions françaises, pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie, on me disait non, fais pas. Là aujourd'hui, on a une équipe dédiée qui est à l'écoute, et on a un avantage chez Netskope, c'est que le marché français est assez développé, pour pas dire bien développé. Et l'idée, c'est que quand on demande des choses pour venir s'interfacer avec des EDR français ou des SIEM ou des SOAR français, on le fait. Et on a les plugins qui sont disponibles aujourd'hui sur le store de Netskope. Alors justement, tu effleures un peu du doigt, Stan, la question des défis, parce qu'évidemment, on a toujours des défis lorsqu'on a des solutions, et c'est pour ça que vous êtes aussi aujourd'hui avec moi. Vous le disiez tout à l'heure au départ de cette émission, il y a un partenariat entre Netskope et NeverHack. Donc Arthur, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les défis que tu as pu rencontrer lorsque tu as dû justement implémenter du Netskope auprès de tes clients, et puis peut-être me donner quelques cas d'usage où la solution Netskope, ça a été une valeur ajoutée par rapport à d'autres. Enfin, vraiment, on est sur un témoignage là. Le sujet classique, c'est le client qui est réticent à avoir un move to cloud. Stan en a parlé tout à l'heure, et donc on a souvent ça dans des entreprises
qui ont un culte du secret qui est très conséquent. C'est le cas sur des industries et des sociétés industrielles qui ont cette habitude-là et qui n'ont jamais géré autrement les différents sujets et qui sont forcées, contraintes d'évoluer aussi avec leur époque et leur temps pour des problématiques de compétitivité. Et l'exemple le plus concret, c'est qu'on commence sur un périmètre. Et généralement, ce périmètre, il est toujours attaché à un sujet gestion des informations du personnel. Et on a une problématique qui est la réglementation, qui fait que cette réglementation, elle impose à la société, notamment le RGPD, le règlement, mais on n'a pas que le RGPD. On a aussi des problématiques autour des données de marketing, clients, avec la CNIL, qui nous forcent à avoir un comportement différent dans cet usage. Et le problème, c'est que ce client a été victime d'un de ses prestataires, d'un de ses fournisseurs qui a extrait tout un tas d'informations et de bases et qui les a revendues dans des sites peu scrupuleux à vil prix. Donc finalement, on était parti d'un périmètre qui était assez restreint et on s'aperçoit que le périmètre est beaucoup plus large, avec une réticence du client de se dire qu'il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de la situation. Et ça coûte plus cher. Et le problème, c'est que quand on conçoit un projet de cette ampleur, en voulant essayer de le restreindre à un périmètre que l'on estime être prioritaire, sans prendre en considération tous les autres périmètres connexes et toutes les dépendances qu'il peut y avoir, on s'expose à payer finalement peut-être beaucoup plus cher en termes de projet, d'intégration, et surtout à prendre le risque que ça ne fonctionne pas. Bien heureusement pour nous, c'était pas nous qui avions démarré le projet, et on a récupéré le sujet en cours de route avec Netscope. Et c'était pas du tout ni nous qui étions intégrateurs et ni Netscope qui était le provider. Alors je t'y tiens un peu. Moi, il y a deux mots, deux termes qui reviennent. Ça coûte cher. Donc c'est le premier. Et le second, c'est le move to cloud. Ça, au début, on peut avoir des réticences. Donc moi, j'ai une question. Est-ce qu'en France, ou en tout cas les sociétés françaises, elles sont pas un petit peu archaïques quelque part? Elles ont du mal en fait à évoluer et se développer. Et je dis ça de façon très générale. Je parle pas nécessairement que de la cybersécurité, parce qu'il s'avère que je suis intervenue sur une table ronde hier sur la tech, la data, l'IA, etc. Et on avait des profils très très diversifiés. On passait de gens qui font de la tech pure à des personnes qui sont dans les médias. Et à un moment donné, on s'est tous un peu mis d'accord sur le fait qu'il y a des solutions qui apparaissent dans certains pays. Alors, on a pris l'exemple de TikTok, qui est apparu là où il est apparu, donc en Chine, mais qui n'aurait jamais pu justement apparaître en France, parce qu'aujourd'hui, on a encore une approche un petit peu de sécurité. On a une aversion au risque qui est très forte, et on a encore des processus archaïques. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on revoit? C'est vrai que est-ce que les entreprises françaises ont un peu du mal à faire le pas sur des nouvelles solutions qui apparaissent? C'est l'histoire du secteur, encore une fois, d'activité. Et plus les sociétés ont un historique important, plus elles ont cette appréhension et cette crainte d'être exposées à ce facteur risque et à ce facteur réglementaire. Aujourd'hui, j'ai critiqué une société qui était précautionneuse et qui était plutôt dans une dynamique de vouloir faire les choses par petits pas, méthode des petits pas, de progression et de progressivité, en disant ça leur coûte plus cher, au final il aurait mieux valu prendre tout le périmètre en compte dès le départ. Néanmoins, le pire que nous avons, ce sont toutes ces sociétés, ces startups, la startup nation, qui n'ont aucune conscience des enjeux. Et alors, je prends l'exemple, parce que s'il est basique et bateau, mais quand il y a un data center qui brûle, elles déposent le bilan. Le data center qui brûle, entre guillemets, c'est la meilleure expression de à quoi on peut s'attendre avec une vraie cyberattaque. C'est que les données brûlent, entre guillemets. Moi, je déplore justement ces sociétés parce qu'en plus, elles veulent adresser des marchés, elles veulent être compétitives, elles veulent être performantes, mais en fait, elles vont s'adresser à des grands comptes qui ne pourront jamais contractualiser avec elles. Donc, d'un côté, on est archaïque, oui, peut-être, et on est peut-être dans une dynamique où on prend notre temps, mais dans le fond, on fait quand même plutôt les choses bien. Et je suis assez fier de ce que font les entreprises françaises aujourd'hui, les grands groupes. On n'a pas à rougir par rapport aux autres plaques. Et j'ai la chance de voyager aujourd'hui beaucoup, et je vois qu'on n'est pas moins bon que les autres, et bien au contraire, parfois on est même meilleur. Mais par contre, ce qui est là où on est vraiment mal armé, c'est qu'on a une culture dans les entreprises très start-up, en démarrage, sur des parties de développement, de la donnée, de l'usage, qui est très archaïque dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'aucun respect des réglementations et une considération de se dire c'est pas grave, on verra ça plus tard. Non, ça doit faire partie de la conception de base du projet. Et les sociétés qui ne sont pas secure by design, pour moi, elles ne seront jamais performantes sur le marché. On est tout à fait alignés. Et je rajouterais même en plus le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on avait beaucoup d'entreprises qui disaient que la sécurité c'était cher, que finalement ça tournait bien comme ça. Et je voudrais pas mettre de focus sur toutes les cyberattaques qui ont lieu. Je pense que d'autres le font très bien et on suit l'actualité au quotidien pour le voir. Non, je pense que la façon de consommer l'IT depuis la pandémie, elle a beaucoup changé. Aujourd'hui, quand on parle avec les entreprises, on parle de cas d'usage, mais on parle aussi de ce qu'ils appellent aujourd'hui leur
or noir, la data. Tout à fait. Okay, et comme la façon de consommer l'IT a changé, et comme les gens, depuis ce phénomène Covid, pandémie, ont cette fameuse tendance dorénavant à vouloir, dès que ça se passe mal avec leur employeur, de le quitter. Il y a un niveau de turnover qui est bien augmenté depuis la pandémie. Est-ce que le fait d'être trop resté à la maison, ça a mis le mal de tête à... On a réévalué nos priorités. Voilà, mais c'est ça, on a voulu se déplacer, on a voulu aller en province, on a voulu avoir un bout de jardin. Aujourd'hui, il y a un turnover qui est devenu tel que les entreprises, avant de penser à la sécurité, pensent à leurs données. Je ne vais pas révéler le nom du client avec qui j'ai eu ces échanges, mais qui m'a dit, voilà, moi je suis dans un secteur d'activité où ça bouge. J'ai un taux de turnover de plus de 30%, mais c'est un taux classique sur mon marché. Et aujourd'hui, mes données sont dans le cloud, mes gens sont à l'extérieur, ils sont sur le terrain parce que les clients sont sur le terrain, aidez-moi. Et en fait, on s'est rendu compte que, à travers les solutions Netscope qu'on a mis en place chez ce client-là, qu'on a des gens qui faisaient des copier-coller, des drag and drop, excusez-moi pour l'anglicisme, de cloud vers cloud, parce que tout était posté sur le cloud chez ce client-là, chez O365, et les gens collaient ça sur leur tenante perso Gmail ou Gdrive. Et en gardant tout ça, c'était une vraie problématique de sécurité liée au business de l'entreprise, mais aussi, pour rappeler ce que tu disais tout à l'heure, liée à tout ce qui est RGPD, parce qu'il y avait aussi des données confidentielles liées à des personnes, à des clients. Et voilà, c'était de vrais problèmes. Et d'une idée où on se disait, on n'a pas d'argent, aujourd'hui, que les sociétés soient petites, moyennes ou grandes, on arrive à utiliser des leviers pour faire comprendre tout ça, et quelquefois c'est les clients qui nous attendent pour échanger là-dessus. Et les entreprises dites cloud native, est-ce qu'elles ont des avantages particuliers, des défis particuliers ? On a à peu près parlé, c'est la Startup Nation qui fonce bille en tête sans recruter de ciseaux, en pensant que, rentabilité, mais il faut. Efficacité, mais voilà, il y a tout un tas de choses à penser. On est cloud native, on travaille avec beaucoup de clients, même français, des licornes françaises, mais qui utilisent Netscope, parce qu'ils ont très bien compris que eux, depuis leur naissance, depuis même avant leur naissance, quand ils ont commencé à conceptualiser leur idée, leur société, il n'a jamais été question de s'acheter une baie ou un serveur. Ils n'ont pensé que cloud. Et quand nous, on s'est présenté, qu'on a dit qu'on venait de là aussi, et qu'on est constitué de la même façon, ça a cliqué. Ça a été assez simple. Au-delà de la question entre le cloud native, parce que c'est souvent des solutions, des sociétés, je ne parle pas des faiseurs de SaaS, mais en France, quand on commence dans le cloud, c'est généralement toute la partie start-up, avec tout à l'heure le mécanisme de pas d'argent à investir ou pas beaucoup d'argent. On parle souvent des ETI. Est-ce que vous avez des ETI ou des PME plutôt ? Justement, est-ce que Netscope, c'est pour tout le monde ? Alors, c'est pour tout le monde, oui et non. Si on arrive comme ça chez Netscope en disant j'ai 150 personnes, j'imagine que c'est la bonne solution, j'imagine que quand je vais ouvrir la boîte cloud, je vais avoir un assistant et que ce sera du suivant et qu'il y aura un genre de wizard, on se trompe. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des gens comme NeverHack, mais on ne s'appuie pas sur eux en mode intégrateur. C'est qu'on a créé des concepts. Alors le concept en l'occurrence il s'appelle XSASI, et c'est finalement d'acheter Netscope au format service manager chez NeverHack, avec tout l'accompagnement, le déploiement par les équipes, et d'acheter ça au format service, un petit peu comme vous achetez votre abonnement téléphonique ou d'autres prestations. Donc si je comprends, via ce partenariat avec NeverHack, on peut permettre à des petites entreprises de pouvoir accéder à Netscope, ce qu'elles n'auraient pas pu faire si elles passaient par le cursus classique. Mais elles ont fait mieux. Okay. Elles n'ont pas mis que Netscope dans le bundle. Faut nous en dire. Faut qu'on en parle aussi. D'où le X. C'est un ensemble de solutions et qui s'intègre d'ailleurs très très bien dans notre SOC et qui permet d'assurer cette mission de tour de contrôle pour vérifier tout ce qui se passe dans la société et être au plus près de l'entreprise, de l'observation d'un schéma de comportement anormal et la résolution de cet incident potentiel de sécurité pour derrière après résoudre éventuellement une crise et assurer le redémarrage de l'activité. Heureusement pour nous, on n'a pas énormément de clients qui ont été victimes d'attaques qui étaient d'ailleurs dans notre giron d'activité, aussi bien en France qu'en Italie, en Espagne ou en Estonie. Ça n'empêche pas qu'on a besoin d'avoir ce bon degré de vigilance, et si nos clients, notamment ces sociétés
de taille intermédiaire, ces entreprises de taille intermédiaire ou voire même PME, passer par elles-mêmes pour déployer ce genre de service et déployer leur force opérationnelle, elles seraient obligées de payer l'intégralité du coût humain, opérationnel, de pilotage et des infrastructures pour pouvoir faire en sorte d'assurer cette mission. Donc ça permet un prix finalement C'est un modèle mutualiste. C'est exactement le principe du modèle mutualiste dans sa bonne expression. Et donc venir chez nous avec ce que nous avons déployé et avec nos partenaires, et en particulier Netscope, c'est avoir une assurance que son modèle économique, la souveraineté de son entreprise est assurée. C'est une bonne chose en soi, parce que c'est vrai que lorsque moi je fais des émissions sur la cybersécurité, la question du coût, notamment pour les TPE-PME, ressort. Et le retour qu'on a en tout cas du terrain, c'est de dire ça coûte très très cher et c'est pas tant qu'on n'a pas envie, c'est pas tant qu'on n'est pas sensibilisé, c'est pas tant que la cyber n'est pas pour nous une crainte ou un risque à prendre en compte, c'est surtout que les moyens derrière, on peut pas les mettre en place. Donc finalement, vous essayez un peu je comprends, via ce partenariat, de répondre à cette problématique. Donc côté Netscope, on garde les grands comptes que vous avez l'habitude de traiter. Et via Neverac, on permet finalement de mutualiser les coûts pour permettre à ces entreprises de se sécuriser malgré tout. On garde quand même les grands comptes. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais justement, d'adresser tout le monde. On adresse tout le monde. On va utiliser. On n'a pas parlé d'orchestrateur, de gestion, de multitenante, mais effectivement, pour continuer dans ce que disait Arthur, des offres mutualisées. C'est industrialisé. Il pourrait y avoir une cinquantaine de clients qui appellent la semaine prochaine, on serait capable de les provisionner les 50 d'un coup. Okay. Et eux et nous. C'est pas la même histoire si demain on a un compte du CAC 40 qui nous appelle et qui nous dit on y va. Non, on en parlait tout à l'heure, il y a une phase de travail, de compréhension, d'audit. C'est pas le même public, c'est pas la même cible, c'est pas la même façon. On rend abordable des solutions qui peuvent paraître chères. Aujourd'hui, typiquement, nous, on déploie pendant les assises notre marketplace qui va permettre à des clients de directement souscrire à nos offres et à nos solutions. Hein. Ça ne veut pas dire que tout est automatique en ligne. Hein. On ne va pas avoir ce fameux phénomène de on appuie sur un bouton suivant et hop, on est protégé. Ça, malheureusement, ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera jamais comme ça. C'est juste que le temps de préparation, de cadrage, d'organisation, d'analyse, d'évaluation des assets de l'entreprise, quand c'est une petite entreprise, ça prend beaucoup moins de temps que quand c'est une grande entreprise. C'est ça, en fait, finalement, la conclusion. Par contre, les clients en question, ils ont besoin d'avoir une solution qui soit proportionnée par rapport à leurs enjeux et aussi à leur portefeuille. Et leur proposer la même solution qu'un grand groupe, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Comment Netscope intègre l'intelligence artificielle et le machine learning ? On travaille avec, alors, je vais prendre aucun mot technique, juste les acronymes, l'IA et le ML, de deux façons. Un, pour enrichir notre solution. C'est-à-dire que c'est la compréhension déjà de ce qui s'est passé par le passé, à travers les certes, à travers les vulnérabilités, à travers toutes les failles détectées. Et on vient finalement enrichir la database de Netscope pour comprendre et pour éviter que ça se reproduise. Donc ça, c'est la façon de s'en servir. Et bien évidemment, on s'en protège à travers des mécanismes de protection automatisés. On utilise ce qu'on a déjà vu pour éviter que ça se répète. Les assaillants, bien évidemment, dans cette course du chat et de la souris sont souvent en avance. Donc nous, on essaye de rendre le plus compliqué à attaquer la solution. On va travailler à bien comprendre tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème, des vulnérabilités déjà déployées. On va les intégrer dans la base de données. Et comment on s'en sert ? Tout à l'heure, on en parlait, avec la capacité de laisser l'accès à des applications d'IA, laisser les gens utiliser ces solutions malgré la capacité de pouvoir y faire des choses qui n'auraient pas lieu d'être faites dessus. Alors moi, justement, je pensais à quelque chose, parce que récemment, je vois beaucoup d'entreprises qui font du marketing dans la cybersécurité en injectant un peu ce mot IA. Et c'est vrai que nous, en cybersécurité, on n'a pas attendu ChatGPT pour faire de l'automatisation et du machine learning. On le fait depuis longtemps. Mais avec la sortie de ChatGPT, j'ai eu un peu le sentiment qu'il y a eu une volonté marketing de surfer sur le buzz, sur l'imaginaire qu'on avait autour. Est-ce qu'il n'y a pas certaines entreprises, quelque part, qui mettent de l'IA là où forcément on n'en a pas nécessairement besoin pour surfer sur cette tendance ? J'ai vu une fois, pour vous dire, j'ai vu une fois une pub d'un déodorant Boostalia, c'est pour vous dire. Pour revenir à un sujet, c'est pourquoi là, je dis l'intégration de l'IA par Netscope est bonne. C'est parce que moi, j'y vois un bénéfice opérationnel. C'est très simple. L'IA, pour juste l'IA, n'a aucun intérêt. Donc pour le déodorant, ça ne m'intéresse que très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité dans l'analyse de tout ce qui va être un schéma, comportement anormal dans l'usage des environnements de la donnée. Ce que Netscope apporte, c'est des bibliothèques de comportements
et c'est pour ça qu'on appelle ça du ML, machine learning, avec des probabilités qui sont mises en place sur le fait qu'il y a un risque avéré ou pas, et donc qui vont aider à la décision derrière moi, mes intervenants, mes analystes dans le SOC sur les environnements, et donc aider à l'automatisation du traitement de ce qui n'est pas un incident. Si le PDG a décidé de partir en vacances et d'ouvrir son fichier avec l'intégralité des salaires de ses salariés, c'est pas un incident, c'est un fait, c'est un événement, mais c'est pas un incident de sécurité. Il a le droit de le faire. Que ça remonte comme étant un problème, c'est normal, parce que c'est les règles que nous avons mis en place pour faire en sorte de défendre l'entreprise. Le problème, c'est que comme c'est un sujet qui est quand même assez technique, l'IA, avec plusieurs domaines et sous-domaines, entre le ML, le RL, le Deep Reinforcement Learning, je pense qu'il y a quand même 99% de la population qui est perdue, et je pense que je fais partie des 99% qui sont perdus, sur le fait de comprendre réellement comment tout ça fonctionne. L'aspect marketing, c'est pas depuis OpenAI, puisqu'en plus d'ailleurs OpenAI ça a été bien avant ChatGPT, et on l'avait utilisé bien avant tout cela. C'est déjà depuis 2015-2016 où on a commencé à entendre parler d'intégration de solutions d'IA dans des environnements. Nous, pour notre part, on a travaillé sur des projets en partenariat avec la Direction générale de l'armement depuis 2016, sur des programmes rapides. Et donc, ce n'est pas des sujets qui sont nouveaux et qui apparaissent dans l'écosystème. Là où il y a quelque chose qui a changé, c'est que par contre, OpenAI et ChatGPT nous a donné une fenêtre d'expression beaucoup plus importante. Avant, quand on parlait d'IA, on était soit fou, soit menteur, soit trop avant-gardiste sur un marché qui n'existait pas. Aujourd'hui, ça devient finalement un critère indispensable. C'est-à-dire que l'entreprise qui n'investit pas dans ce sujet, qui n'investit pas dans l'utilisation de ces outils, qui n'investit pas dans l'incorporation de ces outils, ou même l'usage de ces algorithmes dans ses produits, perdra en compétitivité et sera demain obsolète. Donc, c'est plus une question de comment les intégrer, c'est une question de comment les marketer et les vendre, parce que ça nous coûte cher et qu'il faut bien qu'on arrive à démontrer que ça a une utilité derrière pour l'utilisateur final. Et donc, c'est ça la guerre marketing qui est en train de se produire aujourd'hui. Tu parles d'obsolescence, parce que quand on parle d'IA, on a toujours cette peur de l'obsolescence, mais aussi de nous, en fait, en tant que travailleurs, d'être remplacés. Et donc, typiquement, en tant que chef d'entreprise, comment tu imagines l'évolution des compétences avec justement à l'ère de l'automatisation et des machine learning des collaborateurs de façon générale? Aujourd'hui, je pense que un individu qui n'utilise pas l'intelligence artificielle peut s'attendre à perdre son emploi dans les années qui viennent. C'est un constat. Je ne sais pas te dire quand. Je sais juste que sur certains métiers, c'est plus vrai que sur d'autres. Typiquement, les métiers de la com, on peut plus s'en passer. Les métiers de l'intelligence économique, c'est des métiers qui sont de plus en plus impactés et touchés. Parce qu'aujourd'hui, oui, Gartner nous fournit des informations, ça coûte très cher. ChatGPT me les donne jusqu'à 2023. Et dans quelques temps, c'est déjà le cas pour certains qui ont eu la chance d'être sélectionnés, c'est pas mon cas, mais sur le nouveau moteur, c'est les informations actuelles, directement accessibles en ligne, et avec une puissance de calcul et une force de frappe qui est démentielle. Donc on peut plus se dire que ça ne fait pas partie de l'entreprise et de son modèle économique, c'est-à-dire que les individus doivent être attachés à l'IA, comme quand on est lycéen ou en prépa et qu'on fait des mathématiques, on a une calculatrice scientifique. C'est une calculatrice scientifique extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'elle prend des décisions, ça ne veut pas dire qu'elle va toujours bien fonctionner, parce que si vous, à un moment donné, vous lui demandez n'importe quoi, elle répondra n'importe quoi. Je vais poser une question difficile. Toi, Arthur, si tu pouvais remplacer tes consultants par des IA, tu le ferais? Facile, non. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser, et c'est un peu la crainte de tout le monde, que finalement, on pourrait être remplacé par des IA. Non, ça ne marche pas, même pour des devs. Et donc, même pour des analyses de risque, je ne le ferai pas. Et pourtant, intrinsèquement et intellectuellement, il y a deux schémas très classiques à comprendre. Ça coûte très peu cher, donc je pourrais me dire que c'est très intéressant. Et en plus, ça a une performance qui est avérée, parce que quoi qu'il arrive, quand on lui pose bien la question, on arrive à un très bon résultat. Mais encore faut-il avoir fait le bon prompt. Moi, aujourd'hui, je considère que nos consultants, les experts, les talents qui travaillent dans l'entreprise, ce sont eux qui auront la connaissance métier qui leur permettront de faire les bons prompts. Pourquoi certaines sociétés surperforment aujourd'hui? C'est parce qu'elles utilisent parfaitement cette IA et en faisant les bons prompts. On peut lui demander n'importe quoi, il va avoir n'importe quoi encore une fois, mais si on lui demande quelque chose de très précis, et encore faut-il avoir la maîtrise technique et technologique, la réponse sera exceptionnelle. Donc non, je ne remplacerai pas les consultants. L'avenir, ça va être des travailleurs boostés à l'IA et non pas des travailleurs remplacés par l'IA.
Oui, alors moi j'ai envie de parler de deux dystopies ou de deux utopies, ça dépend comment on la voit. La première, c'est quand on regarde l'ère industrielle et l'avènement de la machine et de l'automatisation et donc du taylorisme, qui a débouché d'ailleurs sur du Fordisme, on s'est aperçu qu'il fallait mieux payer nos collaborateurs pour faire en sorte qu'ils produisent mieux. On en est à cette dynamique-là, c'est-à-dire que la machine vient suppléer l'humain sur des tâches qui sont répétitives et redondantes. Nous, l'IA doit être un usage qui nous permet d'améliorer la qualité de travail et la performance des individus, et donc qui vient créer des surhommes, des surtalents, des surexperts par cet usage-là. Et la dystopie, c'est qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir si on implante des micro-puces dans les cerveaux de nos enfants qui seront directement interconnectés à OpenAI et qui lui donnera des informations et des réponses en direct parce que tout sera connecté. Et c'est là où moi je crois que l'humanité va évoluer dans cette notion d'hybridation de l'homme avec l'IA. C'est là aussi où il y a une crainte qui est absolue, parce que si on est capable de faire ça, ça veut dire qu'on est capable aussi d'hacker des systèmes et des humains. Et donc c'est aussi l'un des enjeux que j'ai, moi, pour l'entreprise, c'est de répondre à cette problématique-là avec ces objets connectés pour le futur et pour les 10 prochaines années. On est à un carrefour entre l'IA, le tout IP Bien sûr. et ces quelques génies qu'on a au niveau mondial. Il y a eu Steve Jobs avec l'appareil qu'on a tous dans les poches aujourd'hui. Ou le concurrent. Ou le concurrent. Il y a ce fameux monsieur qui sait aussi bien construire des voitures que d'aller sur Mars ou sur la Lune, qui a des idées, qui a 15 000 idées à la minute. Et en fait, ces gens-là vont faire accélérer les choses fortement. On ne sait pas quand, mais on sait, ça arrivera. À un moment donné où tout sera sur IP. Tout sera sur IP et je rejoins le constat d'Arthur qui est de dire, en fait, au moment où tout sera sur IP, peut-être nous, même seront sur IP. On l'est un petit peu avec nos montres connectées, avec nos bracelets connectés, avec nos cardiogrammes, etc., qui permettent de savoir si on a bien fait nos 20 000 pas, manger nos 5 fruits et légumes, etc. L'idée, c'est que demain, si on arrive avec les puces et qu'on tout sera vraiment connecté, faut imaginer ce qu'on sera capable de faire. Alors, dernière question, parce que dans cette émission, on veut aussi parler de business. Comment, toi, Arthur ou Neverac, vous accompagnez vos clients pour mesurer le ROI de solutions SASI, typiquement comme celle de Netskope? Alors, il y a plusieurs méthodes. Ma préférée, c'est le bon audit avec pentest, attaque, pour faire en sorte de voir comment réagissent les clients, les environnements des clients déployés dans des situations réelles. Ça, c'est très intéressant. On a même d'ailleurs développé une offre de SOC Assessment qui nous permet de faire un état des lieux du niveau de maturité du SOC du client, aussi bien d'un point de vue critique quand c'est nous qui l'administrons, que pour le client lorsqu'il administre lui-même, avec à la fois une analyse opérationnelle et humaine dans les temps de réaction, les temps de réponse, la qualité de l'analyse, parce que ce qui coûte cher, c'est d'analyser quelque chose qui n'est pas un fait intéressant donnant lieu à une crise. Et c'est ces faux positifs qui font perdre beaucoup de temps à des équipes et qui derrière elles passent à côté des vrais événements et des vrais éléments clés autour du système et des vrais attaquants du coup. Ça, c'est vraiment cette mécanique d'audit qui est le meilleur moyen d'avoir une vraie vision de la confiance que le client peut avoir vis-à-vis des environnements qu'il a déployés et de sa façon d'avoir intégré l'ensemble des solutions proposées, notamment les solutions SASI de Netskope. On arrive à la fin de cette interview. Merci d'être venu répondre à mes questions. Merci à Arthur, merci à Stan. Donc c'était l'émission L'Angle d'Attaque où on parle de cybersécurité, de business et de stratégie. Et pour ceux qui nous regardent à distance et qui suivent cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Je vous dis à une prochaine fois.